Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. 20h pétante et c'est l'horaire de quoi? De votre quotidienne sportive. Et oui, sur l'antenne de Beurre FM en ce lundi 28 octobre. On va parler de quoi tout au long de cette émission? On va parler de ce fameux fil rouge. Et oui, un fil d'actualité comme chaque année en cette période de fin d'année. Excusez-moi, c'est le Ballon d'Or, cette cérémonie. Et oui, à peu près, moins de 1 heure avant le sacre. On ne sait pas de qui, en tout cas, ça parle beaucoup. Madrid n'est pas là. On a en tout cas des spécialistes de Madrid dans cette émission pour revenir sur cette fameuse cérémonie. Voilà, c'est le fil rouge de cette émission de ce lundi soir, la première de la semaine. Au programme avec un arbitrage dépassé selon certains supportrices et supporters marseillais, pas que. Et oui, ça a fait tant jaser aujourd'hui le Texier, justement. On va revenir sur le carton rouge d'un certain Amin Harit. Enrique, vainqueur face à De Zerbi, malheureux. Et oui, faire un tour de piste de ce fameux stade qu'est le Vélodrome, l'Orange Vélodrome avec ses joueurs hier soir. 3-0, on le rappelle, lors de ce classique opposant l'Olympique de Marseille au Paris Saint-Germain. Et le Tea Time, comme il se doit en ce lundi soir avec notre consultant premium, Mourad. Sans plus tarder, on va présenter la fine équipe qui m'accompagne ce soir. Et n'oubliez pas, le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Time Sport, le ras-le-bol. Et ce soir, on sera en compagnie de Tariq, de Mourad. Rien que pour vous, chers auditeurs et auditrices. Malheureusement, Alison ne sera pas de la partie, je crois. Mais on serait avec... Elle est là, Alison. Ah ben voilà, je me trompe, désolé. Je reçois pas mal de messages. Et oui, je croyais la voir du côté du tapis rouge ce soir, Alison. Mais non, elle sera bel et bien avec nous. Ça commence à s'exciter du côté du Théâtre Châtelet, en plein cœur de Paris. Ce soir, on est en compagnie de Juan Trocé Dorado. Bonsoir, Juan Trocé. Comment ça va? Buenas tardes, bonsoir à tous. Très bien, d'autant plus, tu l'as dit, c'est la soirée Ballon d'Or avec énormément de polémiques, énormément de rebondissements depuis cet après-midi. Et on verra qui est le vainqueur, quoique, vous le savez déjà, du côté de Madrid, le vainqueur a été déjà annoncé, donc... on attend tout simplement confirmation. En tout cas, on va en parler avec polémique. On va beaucoup en parler. Ouais, la polémique, il y a plusieurs polémiques. Juan Trocé, je tiens à le dire. En tout cas, ça nous fait plaisir de l'apercevoir. C'est Tariq. Voilà, Tariq qui doit être assez heureux, souriant, peut-être pour le Ballon d'Or. À qui on va le donner, le Ballon d'Or? Et ouais, peut-être à Zizou, ou peut-être à Iniesta. Je sais pas à qui. En tout cas, on sait pas. Juan Trocé va nous rencarder sur ça avec Alison et Mourad. Bonsoir Tariq, comment ça va? Bonsoir, ça va super et toi? Ça va très très bien Tariq. Ouais, moi ça va très très bien. Ouais. Ça m'a fait de la peine pour Amin Harit, international marocain, je tiens à le rappeler. Ouais, je trouve que c'est, je sais pas, ça allait un petit peu trop fort. Moi, je suis du côté, je penche plutôt de la réaction d'un certain Patrick Vieira, c'est international français. Qu'est-ce qu'il a dit, Patrick? Ah ben ouais, c'est assez sympa hier. Voilà, il disait que je serais pas intervenu de cette manière-là. Et on va en revenir dans cette émission. Et peut-être que ce fameux quart, je sais pas, on dirait qu'il est à Parpette les Oliviatins du Stade Vélodrome, le fameux quart de la VAR. C'est vrai qu'on a l'impression que on a l'impression quelquefois de match en match et de week-end en week-end, il y a des interprétations différentes. Ouais. Alison, notre journaliste consultante. Bonsoir Alison, comment ça va? Bonsoir, ça va très très bien. Tranquillement Alison. Ouais, je suis contente ce soir de voir Juan Trocé. Eh ben voilà, Juan Trocé, il est avec nous en ce début de semaine, et Mourad et son fameux Tea Time qu'on aura en cette émission. Bonsoir Mourad. Bonsoir Bilal, bonsoir à tous. Effectivement, il y a un super plateau ce soir, dont des visages qu'on avait plus croisés depuis très longtemps, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est ça fait plaisir. Un arbitrage assez dépassé justement. On va donner le petit bonsoir à Solal, la réalisation. Bonsoir Solal, comment ça va? Début de semaine oblige. Ça va super bien. Le grand sourire. Eh oui, fessé à l'extérieur. Eh oui, c'est la fessée. Oui. C'est la fessée Solal. Tout simplement. 3-0 ou non, c'était plié d'avance. Merci Kim. Merci plié d'avance. Eh oui, merci le PSG. Le PSG, on le rappelle, le PSG est vraiment au-dessus, Juan Trocé, de cette fameuse Ligue 1 McDonald's. Eh oui. Très au-dessus. Est-ce qu'il l'est il est depuis un certain nombre d'années quand même, vu le nombre de titres qu'il a remportés sur les dernières années. Donc parfois il n'a pas gagné, c'est peut-être là la surprise, mais c'est vrai que ce qu'il a montré donc face à Marseille le situe en très bonne position. N'oublions pas de toute façon que nous ne sommes que la 9e journée, qu'il n'y a que 3 points de différence par rapport au 2e, donc il reste encore énormément de matchs et tout peut se passer. Mais cela dit, c'est vrai que le visage qui a été montré par le
PSG laisse penser qu'il va être dans la lignée de ce qu'il a fait ces dernières années. C'est vrai que peut-être le projet de Luis Enrique et le sérieux du match montrent que ce PSG effectivement prend beaucoup plus au sérieux la Ligue 1 qu'il ne l'avait peut-être pas fait par le passé, même justement parce que c'était peut-être trop facile pour eux. Mais en tout cas, je suis convaincu que le PSG peut encore avoir des difficultés d'ici la fin de saison. On verra comment ça se passe, on le dit tout le temps, hein. On verra comment ça se passe au mois de février, au mois de mars, quand les échéances de la Coupe d'Europe vont arriver, quand les joueurs vont être un peu plus fatigués, même s'ils sont préparés justement pour ce type d'échéances. Mais le PSG, pour l'instant, est premier et leader de ce championnat, et il est logiquement, rappelons quand même qu'il carbure à 3 buts par match, hein. C'est ça. 25 buts. Et là, contre Marseille, tout simplement 9 matchs, hein. Donc c'est quand même une performance assez marquante. C'est quelque chose. Alisson, le Paris Saint-Germain, premier au classement avec à peu près le nombre de points, c'était 28 points, 23 points, excusez-moi, 23 points. C'est désolé, ça, 3 longueurs devant Monaco qui a 20 qui a perdu. Moi je trouve que effectivement on a vu un Paris Saint-Germain à deux visages cette semaine, c'est-à-dire Paris qui n'arrivait pas en Ligue des Champions à avoir face au PSV. une assise exactement face au PSV, un milieu qui ne fonctionnait pas très bien, une attaque qui se cherchait un petit peu et on voyait que ça balbutiait encore et on voyait tous les défauts justement qu'on reprochait à cette équipe de Luis Enrique. Et là, contre Marseille, patatras, on a vu 20 premières très grosses minutes, tout a fonctionné. C'est-à-dire que tout ce que Luis Enrique nous dit depuis le début, et ben là, sur ces 20 premières minutes, on l'a enfin vu. Donc je pense que je me moquais un peu de lui avec Mourad. Je pense que là, l'interprète du Paris Saint-Germain a dû faire passer des bons messages. Là, je pense qu'il s'est réglé, il a réussi à faire une bonne traduction, et que là, enfin, sur ce match, en tout cas, il y a quelque chose qui s'est fait. Parce que effectivement, on a vu il jouait au ballon, et c'est ce que Luis Enrique prône, c'est son football et c'est sa vision du jeu. On a vu Zahir Emery qui est redevenu Zahir Emery, le petit joyau, le petit diamant que l'on encense depuis quelque temps maintenant. Et on a vu aussi les qualités de d'Ousmane Dembélé, même si effectivement à la finition, à la finition c'est une catastrophe. Moi j'ai aimé Dembélé sur l'action. Il n'arrive pas à marquer. Je le savais avant, mais là Dembélé, le mec, je me suis assez exprimé sur Dembélé, moi. Il faut qu'il fasse des séances de training personnel pour qu'on lui apprenne comment au moins cadrer une frappe, parce que là c'est plus possible. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, tout a fonctionné contre Marseille. Alors oui, le carton rouge, etc. On y reviendra plus tard. Mais j'ai vu une belle équipe du Paris Saint-Germain, et ça montre juste que cette équipe du Paris Saint-Germain, alors on dit qu'elle est moins forte cette année. Je pense que, à mon sens, c'est l'une des moins bonnes équipes sous l'ère qatari du Paris Saint-Germain. Mais on voit quand même qu'elle domine, et de loin, les grosses écuries, entre guillemets, parce que là je mets des gros guillemets quand je parle de Marseille, les autres grosses écuries de ce championnat. Donc c'est le Paris Saint-Germain qui fait du Paris Saint-Germain. Mourad, Tarek, justement, cet OM, l'arbitrage aussi. Alisson, elle dit tout bien, je pense que c'est une analyse juste, mais je pense qu'il faut remettre l'église au milieu du village, pardon. Et c'est visible comme le nez au milieu du visage. En fait, là on parle il y a différentes compétitions, là la Ligue 1, il y a les coupes européennes. On parlait de rivalité médiatique au début des années 90 avec Bernard Tapie, Canal+, etc. Là, on est sur une rivalité anecdotique. Quand on fait la comparaison entre le classico espagnol et le classique français, Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, franchement, Alisson parlait des efforts de traduction du traducteur de Luis Enrique. Là, je pense qu'il n'y avait pas besoin d'un traducteur de l'Institut Cervantes de Paris pour comprendre le jeu de l'Olympique de Marseille, qui était aussi lisible qu'un livre J'aime lire pour des enfants de maternelle. Tu vois ce que je veux dire ? Donc après, ensuite, toute analyse du match, je pense qu'elle est annulée par rapport au carton rouge, on va dire prématuré d'Amin Harit, et beaucoup se cachent derrière ce carton rouge, beaucoup se cachent. Pour galvauder une analyse, pour prétendre une pseudo-rivalité, alors qu'il n'y a pas de rivalité, tout simplement. Et je pense même que ça y est. Je pense qu'il faut une refonte, il faut des états généraux de la Ligue 1, parce qu'en fait, on peut plus se contenter de voir une Ligue 1, année après année, de se contenter de ce pseudo-classique, où on a l'impression de voir le même film tous les ans, avec les mêmes héros, les mêmes éléments perturbateurs, les mêmes méchants, sauf que les générations se suivent, et c'est d'autres joueurs qui sont
sont remplacés. Hier c'était Cavani, avant-hier c'était Zlatan Ibrahimovic, et aujourd'hui c'est Barcola. Mais on a l'impression de voir le même film. Donc je sais pas, peut-être une stratégie à revoir, peut-être que le projet de Super League, si on est d'un point de vue pragmatico-pratique, peut-être que c'est pas une si mauvaise idée pour le Paris Saint-Germain, parce que jouer contre des sparring partners année après année, peut-être que c'est contre-bénéfique pour eux, pour leur performance aux coupes européennes. Donc voilà, moi c'est un peu le coup de gueule par rapport à ça, parce que voilà, on voit le même film. Après bien sûr on peut pinailler sur la finition de Dembélé, qui pour moi reste un joueur incomplet. Il dribble beaucoup mais déstabilise rien. Il court vite mais ralentit le jeu. Tu vois ce que je veux dire? C'est un oxymore en fait, Dembélé par rapport au football. Donc voilà, on peut faire des petites boutades comme ça. Quand même. Il a été bon. Dembélé. Ouais, mais c'est comme si tu vois, c'est comme si je sais pas, Titanic a été primé avec tous les awards et tu vas au cinéma et puis au bout on t'enlève 30 minutes du film. Tu dis OK, c'est un super film. Mais la finition, tu vois ce que je veux dire? Quid de la fin du film? Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai pas vu. Et donc moi Dembélé, quand je le vois, mais c'est totalement, je pense que c'est même un problème mental au-delà de la qualité technique, parce qu'on sait qu'il a les qualités, on sait qu'il a prouvé à Rennes, même si pour moi le prime d'Ousmane Dembélé c'est Rennes et un peu Dortmund. Beaucoup Dortmund quand même. Ouais, pour moi c'était Rennes et Dortmund, voilà, c'est plus l'engouement de la Bundesliga. Mais on voit que c'est un problème mental quand on voit, je sais pas, je suivais tous les réseaux sociaux, quand on voit le travail d'Haaland que fait devant le but pour finir meilleur buteur de première ligue à Manchester City. Pour moi, c'est pas un problème mental, c'est un problème de travail. Non, mais j'imagine que s'il travaille pas, il y a un problème au niveau avec ses employeurs. C'est un problème d'intelligence, alors. Donc, soit ces employeurs ont les yeux. C'est un problème d'intelligence footballistique. On n'a pas entendu Tariq. On ne découvre pas maintenant. C'est depuis un moment. Même au Barça, il avait les mêmes problèmes. Après, Dembélé, c'est qu'il a des périodes où il est très en confiance. La saison dernière, on l'a vu sur la fin de la Ligue des Champions, où il a enchaîné quelques buts importants. En ce début de saison-là, on l'a même vu mettre des buts de la tête. En fait, je pense que Dembélé, c'est le style de joueur qui a besoin de confiance et qui a quelques périodes comme ça. Mais il a toujours été comme ça, que ça soit à Rennes, que ça soit à Dortmund, que ça soit surtout au Barça. Ça, Ousmane Dembélé, je pense qu'il y a un problème avec la finition, et je sais pas s'il pourra progresser à son âge. Je crois qu'il a 27, 28 ans. Tu progresses plus, tu peux progresser un peu, mais maintenant c'est juste, comme tu le dis, un problème psychologique, un problème de confiance, et il y aura des périodes où il va t'enchaîner but sur but, passe des sur passe des but sur but, t'es optimiste, Tariq? Oui, c'est ce qu'il a fait. Dembélé, but sur but. Il en est déjà à 6 buts, il me semble, 5-6 buts depuis mais ça, il a fait ça en début de saison vraiment sur 3, 4, 5 matchs. Là, il a marqué. Je pense que c'est un feu de paille. C'est un feu de paille. Cette année, voilà. Hier, il a pas marqué il a marqué contre un Marseille, on va dire peut-être, assez faible, réduit à 10. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est même inexplicable. Je pense que tu ramènes tous les psychiatres ou les psychologues du monde ne peuvent pas expliquer l'inefficacité d'Ousmane Dembélé, si ce n'est qu'elle est psychologique, et éventuellement le manque de travail. C'est juste incroyable. Après, il y a aussi une différence, c'est que c'est là où pour moi c'est pas un problème de communication sur le début de saison, sur les points faibles du Paris Saint-Germain. Je pense vraiment que c'est Luis Enrique le responsable. C'est pas un problème de traduction. Hier, on a vu une vraie différence. Juste, moi, il y a quelque chose qui m'a étonné. Je me suis vraiment dit pourquoi il le fait pas depuis le début de saison. C'est juste de laisser de la liberté à Nuno Mendes. Hier, on a vu un Nuno Mendes qui était libre, qui montait, qui dédoublait avec Bradley Barcola, et ça a fait une différence. On se rend pas compte. Non, mais Tariq, c'est pas la même opposition. Il y avait pas de pressing. C'était on parle de Marseille. On parle de Marseille. Non, on a vu même dès le début du match. Murillo, le pauvre, il avait affaire à Barcola et Nuno Mendes tout seul en même temps. Donc il peut les bloquer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Au bout de la 5e fois, bien sûr que le PSG va faire la différence. Et c'est là, je te rejoins. Excuse-moi, Tariq, juste pour la transition. Je pense que maintenant, il faut ouvrir le dossier Roberto De Zerbi, parce que Murillo seul face à Nuno Mendes et face à Barcola, je pense que c'est exactement, c'est du suicide tactique. Et là, il faut peut-être ouvrir le dossier, il faut savoir, faut essayer de comprendre ce qu'essaie de réaliser Roberto De Zerbi avec l'Olympique de Marseille. Il y a beaucoup de dossiers en ce moment, notamment avec notre cher gouvernement. On va ouvrir un dossier un à un, Mourad. Ah oui, tranquille. Il y a des dossiers beaucoup plus sérieux que d'autres. On a un dossier déjà qu'on n'a pas compris. Juan José va nous conter ce dossier de ce soir du côté du théâtre Châtelet, dans le plein cœur de Paris. Alison, rapidement. On parle au PSG. Non, mais rapidement, il faut juste aussi faire un constat à froid sur Marseille.
Marseille. Il y a un moment où Marseille n'est plus une grande équipe et je suis désolé pour les supporters marseillais, mais c'est la vérité. Marseille n'est plus une grande équipe, outsider. Il faut se rendre à l'évidence que Marseille n'est plus une grande équipe. Marseille ne peut pas rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Marseille est même loin de Monaco. Et De Zerbi, qu'on attendait en tant que sauveur, je suis désolé, mais il a sabordé l'équipe au Classico. Il a fait n'importe quoi dans sa composition. Il a redescendu Kondogbia, qui est totalement perdu, on comprenait rien de ce qu'il a fait. Donc il y a un moment aussi, faut faire un bilan à froid sur Marseille et il faut se poser des questions sur où va Marseille et l'entraîneur, quel est son plan de jeu et son plan d'action. Allez, vous restez avec nous, c'est le fil rouge de la soirée, le Ballon d'Or France Football 2024. Ensemble, on va revenir justement sur les petites guéguerres et aussi les petits mots qui sont survenus sur les réseaux sociaux et pas que, aussi à base de communiqués de presse. On n'en dit pas plus, on revient avec toute l'équipe de Time Sport. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour pour la seconde partie de cette émission, 20h18. On se lundi soir, on le rappelle, autour de la table pour m'accompagner jusqu'à 21h. Comme il se doit, et c'est Alison qui est là avec Tariq, sans oublier Mourad et son fameux Tea Time en fin d'émission, et aussi Juan Trocé Dorado. Allez, on prend la direction du Théâtre Châtelet. Time Sport, la parole des sociaux. Vous pouvez réagir comme il se doit au 01 53 48 3000 avec Solal qui se fera un plaisir de vous faire passer sur l'antenne de Beurre FM prendre procès. Et oui, ça bouge. Il y a pas mal de choses qui sont dites depuis cet après-midi. On comprend plus rien. Mbappé est-il là? Non. A priori, il n'est pas là. Il n'est pas là. Vous avez le grand favori du Ballon d'Or depuis plusieurs semaines et avec les nouvelles règles pour tout le monde, c'était Vinicius, les joueurs du Real Madrid. Et depuis hier, mais surtout ce matin, des rumeurs apparemment très insistantes ont fait part du fait que ce sera pas Vinicius qui va avoir le Ballon d'Or et que ça sera Rodri, les joueurs espagnols du Manchester. Résultat, grosse colère du côté du Real Madrid qui considère que ce Vinicius qui devait l'avoir et que si ce n'était pas Vinicius avec les nouvelles règles, rappelons que cette année les règles, enfin il y a 4 règles quand même déjà, c'est que c'est sur la saison dernière, donc on n'est plus sur l'année civile mais on est sur la saison dernière. Ah, ça a encore changé. Ça a encore, c'est la saison dernière. Une autre règle, c'est qu'il faut voter pour le mérite individuel, mérite collectif et le fair play. Et donc la classe aussi, non? J'ai entendu. La classe du joueur. J'ai entendu parler de classe, Dora. Ouais. Je sais pas. Ça c'est pas dans les règlements. Moi c'est ce que j'ai lu, classe / fair play. Fair play. Tu traînes avec Solal et c'est bon. En tout état des causes, le Real considère que si ce n'est pas Vinicius, ça devrait être Carvajal qui a gagné la Liga, qui a gagné la Champions League et qui a gagné la Coupe d'Europe des Nations. Donc un titre en plus par rapport à Carvajal. Il peut pas, Juan José. Alors Carvajal, il peut pas, il peut l'avoir. Il met des chemises des igoules. Si la classe est intégrée dans les critères, qui n'a pas l'aura de Rodri, mais en tout cas le Real cet après-midi a annoncé que le déplacement de la délégation du Real Madrid qui était d'une 50aine de personnes était suspendu et que personne du Real allait participer au gala de remise du Ballon d'Or. Quel manque de classe. Alors, quel manque de classe, grand club. Là, du côté du Real Madrid, on dit, donc, il y a l'histoire de Carvajal, mais surtout, ils disent que cette année, cette organisation du Ballon d'Or, elle est faite à nouveau avec l'UEFA. C'est Ballon d'Or UEFA. Les relations du Real Madrid avec l'UEFA sont exécrables. C'est la réalité. Ouais. Et donc, ils ont décidé de pas venir. Donc, voilà la solution, la situation aujourd'hui. Voilà, on peut-être verra le problème. Qui est le vainqueur, mais tous les entendre effectivement que ça va être Rodri. Alors vous imaginez bien, pour les Espagnols de façon générale, c'est tant mieux puisque ça va être la première fois qu'on a depuis Luis Suarez dans les années 54, je crois, 55, qu'avait eu le Ballon d'Or. Il n'y a pas eu de Ballon d'Or espagnol. Donc ça sera un premier Ballon d'Or espagnol. Cela dit, effectivement, la polémique, elle est servie. Est-ce qu'il y aura quelqu'un du Real Madrid? Non, pas ce soir. Pas ce soir. Ouais. Alison, Tariq, Mourad, on a Abdel aussi au standard. Personnellement, je trouve vraiment que c'est un manque de classe, c'est un comportement anti-sportif du Real Madrid. Et avec tous les Ballons d'Or qu'ils ont eu ces dernières années, pour une fois qu'il y a de la concurrence, et moi je pense que si c'est Rodri qui a le Ballon d'Or, c'est loin d'être un scandale. Et le fait que le Real Madrid ne se déplace pas et qu'il boycotte la cérémonie, tout ça
parce que il y a une concurrence et qu'on le donne à un autre joueur, je trouve que c'est un manque de classe de la part de Florentino Pérez, et surtout qu'il n'y a aucun scandale à le donner à Rodri. Vinicius, il fait une très grosse saison. Vinicius l'aurait eu. Il n'y a aucun scandale non plus, il y a pas de débat à avoir. Mais maintenant on parle de Rodri. Justement, il y a un débat justement entre les deux joueurs. Je pense que t'as raison, hein, je pense que ce serait du fair play. Et d'ailleurs, je comprends même pas comment font-ils pour être au courant, même si je sais qu'il y a des jeux d'attribution, qu'il y a des préparatifs en amont, qu'il faut informer les lauréats de leur potentielle victoire, etc. Comment sont-ils au courant alors que Vinicius ne remporte pas le Ballon d'Or? Pas techniquement. Cette année. Moi, quand j'ai su que j'ai eu le bac, j'ai pas eu le bac, je me suis déplacé au lycée pour voir s'il y avait mon nom ou pas. Avant, vous avez raison. Il y avait, c'était communiqué au club. Il y avait des reportages qui étaient publiés sur France Football. Ouais. Et donc, en amont, tout était préparé. Bien sûr. Là, l'histoire, c'est que le Real s'est enfloué parce que ces dernières semaines, l'organisation aurait laissé entendre au Real Madrid qu'ils allaient être aujourd'hui recevoir le prix de l'équipe de l'année. Puisqu'il y a l'équipe de l'année. Ancelotti, il est aussi nominé pour être le meilleur entraîneur. Lunin est aussi parmi les meilleurs gardiens. Le prix Yachine, voilà. Donc ils se sentent floués parce qu'ils pensent aujourd'hui que le France Football et l'UEFA ont essayé de les attirer vers cette cérémonie en leur disant vous allez être la meilleure équipe, et en leur laissant entendre que Vinicius allait avoir son Ballon d'Or. Là, apparemment, ça passe mal. Je pense qu'il a raison, Tariq. Je pense que c'est un manque de classe de la part du meilleur club du monde, entre guillemets. Manque de classe selon toi. De ne pas faire ce déplacement. Moi, j'ai connu la clim au Vélodrome, la clim à Bernabéu, mais la clim au Théâtre du Châtelet, je connaissais pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être que c'est ça aussi, il y a un karma peut-être dans le football. Peut-être que ça annonce aussi peut-être une saison compliquée pour le Real Madrid, ce manque de classe. En tout cas, je dis pas que je leur souhaite, mais généralement il y a un karma dans le football. Même si je suis pas très fan de cette expression. Vas-y, Addison. On a Abdel aussi. Et dans la continuité de ça, je trouve que c'est un manque de respect, un manque de lucidité aussi de Pérez. Ça veut dire qu'il y a des brouilles entre lui et l'UEFA. Ça veut dire que déjà, on a déjà vu cela. Il est pas là pour arranger les choses. Ça, je me permets quand même de signaler que Donnarumma n'est pas là non plus. Oui, il veut rester avec son enfant. Voilà, il n'est pas là. On a déjà vu cela. De Châtelet. On critique la cérémonie des Ballons d'Or. On voit déjà cela lors des cérémonies des Césars, des Oscars. Non, mais vraiment. Il n'est pas venu au Ballon d'Or parce qu'il savait qu'il n'allait pas l'avoir. Non, mais faut le dire. Benzema aussi a fait pareil. Benzema l'a fait aussi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, même Haaland, aujourd'hui, il est rentré chez lui voir un match. Donc oui, non, mais c'est tout. Il est parti en Norvège. En fait, c'est ce manque de fair play. Que venir ici. C'est ce manque d'esprit sportif de la part de tous les acteurs qui ne sont pas concernés par des trophées. Non, mais et puis ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est pas un joueur, quand ils sont sûrs que c'est un joueur du Real, c'est-à-dire qu'ils veulent que tout le monde les voit comme le grand club qu'ils sont, tout le monde fasse la standing ovation, qu'on mette en avant le Real, mais quand c'est pas eux, on en a rien à faire, c'est nous le plus grand club du monde. Ça veut dire que si c'est pas nous, c'est personne. Ça veut dire ça dans les à l'Eurovision, le Liechtenstein, ils vont sûrement finir 60e et ils viennent quand même chanter. Et ils performent, etc. C'est pareil, Mourad, dans l'industrie de la musique. Je suis pas fan de l'Eurovision, mais c'est pareil. Mais ça s'eurovisionnise le Ballon d'Or. En tout cas, attendons voir ce qui va se passer dans les prochains jours, parce que France Football va publier le vote des 100 journalistes correspondants qui ont voté. On va voir qui a voté qui. Donc après, on verra effectivement. On a pas mal de réactions. On a Abdel au 01 53 48 3000 et on a aussi Solal pour le faire réagir. Vas-y Solal, avant de retrouver Abdel. Il y a un truc qui cloche. Enfin, Rodri Ballon d'Or. Alors, il y a rien qui vous choque. Alisson, Tariq non, et Mourad non. François peut-être oui. Non, même pas François. En tout cas, ça fuse sur les réseaux sociaux. Moi, ça choque beaucoup de monde. Pour moi, je suis encore dans un rêve. Excuse-moi Alisson, mais je suis encore dans un rêve où ça n'a aucun sens. Non, mais justement, Solal, être ta vision. Vas-y. Depuis des semaines. Exactement. Ta vision, c'est justement la vision biaisée parce qu'insuffle le Real Madrid. Ça veut dire que quand on est forcément au Real Madrid, on est forcément premier, on est forcément fort. Ça veut dire qu'on ne voit pas
tous les gens qui sont à côté. Mais Rodri, s'il vous plaît, il faut le respecter. C'est un joueur qui a énormément d'importance et d'impact. Aujourd'hui, quand on parle de milieu de terrain, s'il vous plaît, on parle de Rodri. C'est quand même le meilleur depuis un certain temps. Il a aidé à conquérir ce titre de Première Ligue, l'Euro qu'il fait. Je suis d'accord avec toi sur sa qualité, c'est incroyable. Pour moi, il y a une liste énorme avant lui. Non, mais à son poste et en dehors de son poste. Il y a un Manchester City en termes de football pur. Oui, peut-être qu'il est bon, c'est parfait. Il s'est blessé à l'Euro, il a pu jouer. On a des réactions, c'est vrai. Il s'est blessé à l'Euro, rappelez-vous, il a dû quitter l'équipe d'Espagne. Non, avant la finale. Il s'est blessé au 12e match. Donc, la réalité, c'est qu'effectivement, depuis le mois juin, il n'a plus joué. Mais comme c'est sur la dernière saison, ses performances en Champions League, en Première Ligue, forcément, et il a gagné comme le mondial des clubs. On a des réactions, notamment on a Adnan, on a aussi Greg qui nous dit justement avec Adnan concernant merci Solal, vraiment c'est Adnan qui nous dit le racisme envers Vinicius va s'accentuer, c'est aussi un peu le règlement de compte de l'UEFA, on a l'impression. De quoi, le racisme? Vis-à-vis, oui. Là, je pense qu'on est un peu hors sujet. Vis-à-vis aussi de la Confédération de football européenne, et aussi Greg qui nous dit il méritait pour Vinicius, malheureusement c'est une guéguerre entre peut-être l'UEFA 2 minutes avant de parler de racisme en dehors, déjà Vinicius a subi le racisme en Espagne, et ce week-end Lamine Yamal a subi du racisme à Bernabéu. Donc qu'on dise pas que les autres sont plus racistes que ce qu'on a chez nous. Voilà. Non, mais surtout que je sais pas, Ronaldinho il est de quelle couleur, Rivaldo il est de quelle couleur, R9 il est de quelle couleur, et dès que ça concerne Vinicius, c'est un joueur du Real Madrid. Oui, peut-être qu'il a pris il a eu des positions contre le racisme, mais je pense pas qu'il y a un règlement. Je pense pas que Vinicius c'est pas forcément la même couleur. Non, mais je pense pas que les sélectionneurs qui votent pour lui, je pense pas que les sélectionneurs qui votent pour lui sont racistes. Je pense pas que les capitaines de sélection qui votent pour le Ballon d'Or sont racistes. Donc au bout d'un moment, la position victimaire à chaque fois de balancer ça sur du racisme, et je le répète encore une fois. Pas dire ça à Tarek victimaire, c'est pas bien de dire ça. Mais si, parce que c'est une position victimaire de dire qu'il a pas eu le Ballon d'Or parce qu'il est noir. Non, mais personne ne le dit. Personne ne le dit. Moi, c'est des réactions, bien sûr. Moi, je parle juste d'un constat simple, et déjà avant cette prétendue cérémonie du Ballon d'Or, je pense que Vinicius est un problème pour la Liga. Voilà. De par sa couleur de peau, tout le monde aurait préféré un champion, un numéro 10 au Real Madrid, au Barça, l'Atlético Madrid, métis. Voilà, que ça dérange un peu moins qu'avoir un Vinicius peut-être un peu plus foncé et qui fait le tour des stades en Espagne, parce qu'il est peut-être plus assujetti, voilà, à des insultes, à des cris, etc. Je dis pas que les fans de foot en Espagne sont racistes, bien au contraire. Voilà. Alava, Rodrigo, tu fais bien de rappeler. J'ai dit que rien que ça. J'ai dit ça. Bien sûr. Laisse-moi juste aller au bout de mon raisonnement. Je pense que tout ça associé à un comportement provocateur attire le racisme. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'être borderline en termes de comportement. Si on est comme Pablo Di Canio par exemple, ou des joueurs, ou Paul Gascogne, etc. Tous les joueurs qui ont provoqué en Première Ligue. Dans ce cas-là, donc le racisme serait autorisé. Donc on doit être en fait sage comme une image pour pouvoir être exempté du racisme. Je pense qu'on a le droit de déborder, on a le droit d'être provocateur, on a le droit d'aller danser au corner lorsqu'on a marqué un but. Et c'est ce qui dérange en Liga. Et je pense que c'est ce qui dérange aussi Florentino Pérez. Vinicius devient un problème. C'est pour ça qu'il a ramené Mbappé, et éventuellement, à N+1, après un Ballon d'Or, peut-être doucement faire sortir Vinicius du circuit de la Liga. Parce que ça reste un problème pour l'image. Merci, vas-y. Il y a aussi un fait qui m'a intéressé, c'est que on parle de ce Ballon d'Or, et en fait ça compte sur la saison, la pré-saison presque du Ballon d'Or, en fait la saison juste avant, et pas les jours qui ont précédé ça. Si on remonte à l'année où Ribéry n'a pas eu ce Ballon d'Or là, à l'époque, il ne comptabilisait pas comme ça. Et souvenez-vous bien, ce qui a fait pencher la balance justement, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas eu assez de votants. La cérémonie a été repoussée de 2 semaines. Qu'a fait Ronaldo pendant ces 2 semaines-là? Il a marqué 4 buts décisifs qui ont fait qu'il y a eu le Ballon d'or, dont ceux face à la Suède. Avant les non-européens, il n'y avait pas de Ballon d'or. Pelé n'a jamais eu de Ballon d'or, par exemple. Est-ce que c'est une coïncidence? Non, mais laisse-moi finir. Si on parle de ce principe-là et qu'on a élu et qu'on a mis sur des joueurs sur un piédestal à un moment, avec ces critères-là, pour moi, on doit continuer comme ça, tout simplement. Allez, le 0153 48 3000, c'est Abdel. Ça fait un long moment qu'il nous attend. Eh oui, l'équipe de Tam Sport parle beaucoup, Abdel, désolé.
Ouais, salut tout le monde. Ouais, j'ai failli penser que vous m'aviez oublié. Non, mais non. moi, c'était pas par rapport au Ballon d'Or. Je vous laisserai débattre là-dessus, mais moi, je voulais simplement revenir Sur le match Paris d'hier. Saint-Germain. Ah ben la transition est Ouais, parfaite. ça va, Alors on parce que- va revenir au Paris Saint-Germain parce que c'est le fil rouge, le Ballon d'Or. On vous écoute. Ouais, moi, j'avais un coup de gueule par rapport au match d'hier et tout ce qui a précédé aussi le match. On nous vend en permanence l'affiche de l'année, etc. On nous vend une pseudo-rivalité qui soi-disant perdurait, etc., etc. Mais en fait, il n'a de classico que le nom. Finalement, c'est toujours la même issue. On sait d'avance que les Marseillais, seraient inoffensifs. Ça a été le cas. Ça a été, à mon goût en tout cas, un peu trop flagrant hier. Et on nous vend à chaque fois le choc. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, Marseille est au niveau. Cette fois-ci, Marseille va pouvoir rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Mais que nenni, il n'y a jamais rien de tout cela. Au bout de 5 minutes, on a vite compris. Moi, honnêtement, c'était dès les 2-3 premières minutes. Voilà, la possession, Marseille qui va pas chercher les Parisiens. Ils sont dans leur camp, bloc bas. Je me dis, on va assister à une attaque-défense. Et puis, à un moment donné, ça va finir par payer pour Paris. 2-3 jours avant même, j'ai halluciné parce que je lisais un article qui disait OM PSG 2 points, Marseille favori, point d'interrogation. Mais on est où? On est où? Qui peut avaler de telles choses? Et je trouve qu'il y a un déni de la part du milieu médiatique, de beaucoup de journalistes. Alors je comprends qu'on ait envie de vendre, comme je vous l'ai dit, une pseudo-rivalité. Voilà, ça fait du clic, du papier, tout ce qu'on veut. Voilà, ça fait réagir un peu les uns et les autres. Mais hier, honnêtement, comment quelqu'un de sérieux peut dire que Marseille peut rivaliser avec le Paris Saint-Germain? Faut juste m'expliquer. Depuis 2017, Marseille n'a pas mis un but en championnat, contre Paris. Pas un but. C'est 7 ans. C'est incroyable. C'est incroyable. Paris est devenue la bête noire au Vélodrome des Marseillais. Et donc ça, on l'oublie. On l'oublie parce que nouveau projet, De Zerbi est arrivé. Ouais. Ils ont pris Rabiot. La solution alors Abdel, la solution pour que ça soit plus la bête noire, alors le Paris Saint-Germain. Mais ça continuera malheureusement à être la bête noire. Pourquoi? Parce que les joueurs d'en face, il y a un traumatisme tel que les joueurs perdent leurs moyens. Balerdi, soi-disant l'année dernière l'un des meilleurs défenseurs, hier, mais c'est dramatique ce qu'il fait. Il a le brassard de capitaine, c'est dramatique ce qu'il fait Balerdi hier. Greenwood, soi-disant la vedette, il y a 2 buts pour lui. Il n'est pas au marquage de Nuno Mendes, il rentre comme du beurre dans la défense, il suit pas Nuno Mendes. Il ne faut pas lui en laisser plus à Nuno Mendes. On connaît ses qualités offensives. Il a été dangereux, premier centre. Joao Neves. La moyenne d'âge des 2 mecs qui ont maîtrisé le milieu de terrain hier, elle est moins de 20 ans. Joao Neves, Warren Zaïre-Emery. Il y a 2 mois, il passait son bac, c'était un écolier. Ouais, et en face, t'as soi-disant Rabiot. Oui. Et je suis persuadé que le fait de recruter Rabiot, c'est simplement un pied de nez pour le Paris Saint-Germain. Ah, regardez, on a pris un Titi de chez vous, formé chez vous. Mais Rabiot, qui s'est bousculé pour attirer Rabiot? Ouais, faut arrêter. On n'en sait pas trop. En tout cas, Rabiot, c'est pas un mec fiable. Ouais. C'est un bon joueur, mais c'est pas un mec qui va te faire changer de dimension. Merci Abdel d'avoir réagi avec nous, vraiment. Et oui, on n'a plus trop le temps, on va marquer d'une courte pause et on va revenir, c'est promis, concernant ce match d'hier soir au MPG, le tea time de Mourad. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. De retour sur l'antenne de Beurre FM pour cette dernière partie. On parlait du Paris Saint-Germain. Et oui, les auditeurs, se sont exprimés concernant le Paris Saint-Germain et aussi Adrien Rabiot, l'Olympique de Marseille, toujours en compagnie de Mourad, de Tariq, Alisson et sans oublier Juan José Dorado. La cérémonie commence dans un peu moins de 8 minutes de nos confrères de l'équipe. Et oui, France Football, le Ballon d'Or 2024. On suit ça de très près, on reviendra dès demain, c'est promis, sur ce fameux sacre du Ballon d'Or 2024. Cette fois-ci, on revient sur l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain avant de retrouver le football anglais.
Time Sport, le mode pressing. Vas-y, on t'écoute. Mourad, Alisson, ou encore Contre C. Alors non, je suis d'accord avec Abdel sur son analyse sportive, mais ce serait quand même être naïf de ne pas penser qu'il y a une réalité économique derrière cette rivalité entre les clubs. On a Qatar Sport Investment qui est là depuis plus de 10 ans maintenant, d'accord, qui est un fonds souverain, qui a mis à disposition les meilleurs coachs du monde, les meilleurs joueurs du monde, même si parfois sportivement ça ne collait pas avec d'un point de vue tactique avec les objectifs du Paris Saint-Germain. Et on a en face, on a un modèle économique qui est moins pérenne, voilà, qui est plus volatile. C'est le modèle de McCourt et de Longoria, où on est sur du trading à son paroxysme, on est sur de l'achat-vente où on appuie sur reset à chaque fois en fin de saison. Donc voilà, donc forcément, ça laisse des séquelles. On a l'impression de tout recommencer début août lorsque la Ligue 1 reprend. Donc forcément, ça impacte en fait la rivalité sportive sur le terrain. Et ne pas considérer cette rivalité économique et le fait d'être aux antipodes d'un point de vue économique et d'un point de vue des modèles économiques, c'est vraiment de la naïveté. Donc voilà, il y a la réalité du terrain, bien sûr. Roberto De Zerbi, on a l'impression que Marseille c'est plus des coups de fusil, alors que l'Olympique de Marseille a quand même de grosses fondations QSI qui sont en place, ils dominent le championnat depuis des années, et que l'objectif domestique, c'est-à-dire la France et la Ligue 1, aujourd'hui il a été entériné, et qu'on est sur des objectifs continentaux avec la Ligue des Champions. Pourquoi pas l'Europa League qui serait peut-être un bon premier palier pour le Paris Saint-Germain, surtout avec cette équipe-là qui est moins individuelle et qui s'inscrit plus dans un collectif. Je te laisserai le droit de répondre, Taïk. Mais voilà, la réalité économique est à prendre en compte, et le trading à son paroxysme, bien sûr que c'est se tirer une balle dans le pied pour l'Olympique de Marseille. Quand tu recrutes Roberto De Zerbi et que t'as un 11 hyper hétérogène où t'as où t'as un très bon joueur, tu recrutes Højbjerg par exemple qui a une valeur sûre de première ligue, mais que derrière t'as des latéraux qui sont même pas finis et qui sont même pas des latéraux de métier. Je pense que le projet il est déjà bancal. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que là on compare des pommes et des poires, des serviettes et des torchons, et que on compare les clubs français. Il faut comprendre. Non, bien sûr, il faut prendre en compte l'hétérogénéité de la Ligue 1. Et là on parle pas PSG. Là tu me dis PSG, Bayern, Real, Manchester City. Je te dis on est sur des mastodontes, peut-être top 5 des budgets européens. Chacun une stratégie différente. Là on parle de l'Olympique de Marseille. McCourt il a un projet immobilier. Marc Borelli. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça son objectif. Tu me rappelles depuis qu'il est arrivé combien il a investi à l'Olympique de Marseille? Non mais en termes de somme, il a investi presque 500 millions d'euros depuis tu connais le ruissellement de l'endettement. Tu connais le ruissellement, bien sûr, tu connais le ruissellement de l'endettement. Pourquoi les autres arrivent? C'est un effet boule de neige. Face aux gros et grands Qataris. C'est qui les autres? Je suis désolé, il me semble que le LOSC a pris un titre de champion. Il me semble que Rennes a pris. Non, mais ça, c'est des coups d'éclat. Ça, c'est des coups d'éclat qui n'arrivent pas à faire l'Olympique de Marseille. Ça, c'est des bugs dans la matrice. Ça, c'est des bugs dans la matrice. On n'arrive pas à les faire à Marseille. Que n'arrive pas à faire l'Olympique de Marseille. Comment tu peux m'expliquer que depuis toutes ces années-là, l'Olympique de Marseille n'a pas réussi à prendre une Coupe de la Ligue ou une Coupe de France, alors que tu as Rennes qui l'a fait, tu as Nantes qui l'a fait, tu as Toulouse qui l'a fait, tu as LOSC qui l'a fait, tu as Monaco un peu avant qui l'a fait avec un peu plus de moyens. L'Olympique de Marseille investit énormément. Macron, depuis qu'il est arrivé, il a investi énormément. Que ce soit en termes de transfert, en termes de salaire. Maintenant, il travaille mal. Il investit énormément à nous a annoncé court cette terme, saison, pas à moyen long terme. Lorsque tu investis à court terme, tu appuies sur reset. Tu critiques les chaque recrues. saison au mois d'août. On nous a annoncé que l'entraîneur De Zerbi avait les pleins pouvoirs, que ça soit concernant le staff, concernant le recrutement. C'est impossible, c'est impossible. On peut pas tout balancer sur la direction. C'est impossible. C'est ce qu'on nous a annoncé. C'est impossible. Il fait une super saison avec Brighton, il s'impose à l'Emirates avec son équipe, il arrive avec 0 joueur de Brighton dans ses bagages. Là, il a arrivé. Et moi, je suis plutôt pessimiste. Moi, je suis plutôt pessimiste à ce qu'il fait, au fait qu'il demande à venir avec Eli Wahi dans ses bagages, avec Murillo, avec Brassier de Brest. Je pense pas que ce soit les joueurs de. Bien sûr, c'était des joueurs qui étaient libres et c'est ce qui a été annoncé, c'est ce qui a été confirmé par la direction, par Mehdi Benassia et par lui-même. Mais bien sûr. Je pense que cette stratégie coup de fusil de Longoria et de Mehdi Benassia de jouer sur des écoles de la seconde vie, de la seconde chance, pour ramener des joueurs et de les ravifier pour prétendre garder la face face au Paris Saint-Germain. On dédouane tout en fait. C'est le Paris Saint-Germain est trop riche. C'est pas tout ou rien. Le Paris Saint-Germain est trop riche. Ils ont des moyens illimités. Et à côté de ça, on ne peut rien faire du tout. On ne peut pas bien travailler. J'ai pas dit ça. J'ai dit que le Paris Saint-Germain, à un moment, profite de cette assise qu'ils ont eu depuis des années, avec justement où ils étaient sur un fonds illimité, où là maintenant ils sont sur une gesto beaucoup plus intelligente, mais sur le long terme. En 3 ans, ils ont dépensé
sur le quasiment long 600 terme, millions ça d'euros. profite quand même au Paris Saint-Germain. En 3 ans, depuis que Campos est arrivé, ils ont dépensé quasiment 600 millions tu d'euros. connais les risques du surendettement. Le Le surendettement, c'est un effet boule de neige. Alors, c'est très compliqué. Alors, Alison, oui. Non, Abdel se demandait pourquoi on opposait et pourquoi c'est encore, il y a encore une rivalité. Et Mourad, je trouve, l'a très bien expliqué. Alors, au-delà de la réalité du terrain, mais effectivement, il y a une réalité, c'est-à-dire que dans les modèles économiques, ça reste quand même des cadors de cette Ligue 1 McDonald's. Et c'est pas le même modèle économique. Ils ne sont pas venus pour les mêmes raisons. Ce ne sont pas les mêmes villes. Donc l'investissement n'est pas pareil de surcroît. Et donc tout ça, en fait, c'est un ruissellement. Tout ça découle sur le terrain. Les Qataris, c'est le soft power. Le Qatari, c'est Paris. Le Qatari, c'est la Tour Eiffel. Les Qataris, c'est aussi acheter des grands hôtels, c'est acheter les grands magasins, c'est et à terme avoir la Coupe du Monde qui a été une super réussite. C'était pas mal. À Marseille, c'est pas pareil. À Marseille, alors oui, on claque des sous, mais Marseille, c'est l'immobilier. Par exemple. Donc on n'est pas sur la même chose, mais effectivement, en fait, quand on met en parallèle ces deux modèles économiques, franchement, on est obligé de dire oui, Marseille machin, Paris machin, et d'y voir une certaine opposition et d'y voir une certaine réalité. Ensuite, effectivement, le terrain c'est pas pareil, mais dans les modèles économiques, aussi bien différents qu'ils soient, il y a quand même des points de friction. Il y a Greg qui nous disait justement 870 millions d'euros pour le Paris Saint-Germain, presque un milliard. Au-delà du modèle économique, au-delà de la question purement financière de l'argent qui soit investi ou pas, il y a quand même la vérité du terrain. Et je suis d'accord avec Mourad quand il dit que du côté de Marseille, malheureusement, il n'y a pas des projets à moyen long terme. Du tout. Il n'y en a pas des projets à moyen long terme. Il y en a eu du côté du PSG. Mais c'est vrai que ça n'a pas forcément marché tout le temps, puisqu'ils n'ont pas réussi à gagner ces fameuses Champions League. Mais je rappelle quand même que ces projets, la solidité financière, une équipe a besoin de solidité financière aussi pour pouvoir se construire à moyen long terme. Et je donne juste un exemple, c'est celui de Villarreal, qui pratique l'école de la deuxième chance avec un certain nombre des joueurs. Rappelons-nous, Forlán est passé par Villarreal. Nicolas Pepe. Pires est passé par Villarreal. Aussi à l'époque, Riquelme. Aujourd'hui, Cazorla et Albiol, qui ont pratiquement 40 ans, ils sont toujours titulaires à Villarreal, qui est, 4e de la Liga aujourd'hui, qui a gagné une Europa League. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui manque effectivement du côté de Marseille, c'est donner, pas uniquement que de l'argent, mais c'est donner le temps de construire un projet. Et c'est ça qui manque aujourd'hui du côté de Marseille. Et les faire avec les bonnes personnes, parce que moi je trouve au début Benassia, quand il est venu avec de bonnes intentions. Maintenant je trouve un peu flou le personnage, il parle beaucoup, il écarte certaines personnes. On le voit moins là, j'ai l'impression aussi du côté du Vélodrome. Il est suspendu. C'est ça. Il y a la suspension aussi. Dû à ses propos. Même médiatiquement alors, suspendu aussi médiatiquement. Parce que c'est il se fait un peu plus discret. Mais au-delà de ça, à Marseille, dans la direction, il y a des mises à l'écart qui sont totalement floues. On comprend pas. L'année dernière, on avait Klose. Cette année, on a Chancel Mbemba. Enfin, il y a des trucs qui se trament, qu'on voit quasiment qu'à Marseille, et ça dessert le club. Ça dessert le club selon toi, oui. Des fois on nous dit qu'ils parlent pas beaucoup, alors on le voit, et après on en a marre. C'est comme certains joueurs, j'ai l'impression. Ouais, mais quand ils parlent des fois, la presse, nos confrères, mais que ce soit Benassia ou d'autres joueurs aussi, et d'autres artificiers. On peut pas dire, il vient d'arriver, il est arrivé il y a quelques mois, il faut laisser un peu le temps au projet, il faut laisser un peu le temps à l'entraîneur. Je pense que quand il s'exprime en général, et d'après les recrues qu'il a fait, moi je pense qu'il faut pas tout jeter, ça reste le début d'un nouveau projet, il faut laisser un peu de temps à l'entraîneur, il faut laisser un peu de temps aussi au directeur sportif. Tout ne peut pas être parfait. La dernière rubrique de cette émission, on y va. Team Time avec Mourad. Alors Erik ten Hag et Manchester United, c'est terminé. L'entraîneur néerlandais a quitté son poste d'entraîneur, laissant le club à la 14e place du classement en Premier League. N'en déplaise aux hipsters du football et aux grandes hoppers du dimanche, avoir été sur le banc de l'Ajax ne signifie pas forcément réussir à faire passer un cap au club le plus titré d'Angleterre. Alors bien sûr, il n'est pas le seul responsable de la décadence du club depuis le départ de Ferguson en 2013, qui a des soucis encore plus profonds, notamment de gouvernance, d'infrastructure, etc. Mais selon moi, il aura quand même été mis dans les meilleures conditions possibles pour réussir. Il aura eu du temps,
2 ans et demi. Quand on voit l'espérance de vie des coachs de Chelsea sous Todd Boehly, c'est énorme. Il aura eu de l'argent. Il a dépensé 700 millions d'euros sur le marché des transferts, dont 100 millions sur la toupie brésilienne Anthony. Il aura certes ajouté 2 coupes au palmarès du club, mais selon moi, ça reste des trophées de consolation, surtout s'ils sont décorrélés des performances en championnat. Je me répète, on parle quand même du club le plus titré d'Angleterre, et c'est juste la moindre des choses. Donc voilà, c'est fou comme le vent peut tourner si rapidement pour quelqu'un qu'on qualifiait d'entraîneur du futur à l'époque, qu'on voyait comme l'homme providentiel, qu'il allait apporter de la modernité, de la compétence, et qui finalement est passé totalement à côté de sa mission en enchaînant les contre-performances, les guerres d'ego avec les légendes du club comme Cristiano Ronaldo et les conférences de presse désastreuses. En tout cas, si Ten Hag en a marre du football ou s'il a la flemme de finir consultant sur Ziggo TV, je conseille de se lancer dans le survivalisme à la Mike Horn, car après avoir survécu à un 7-0 en championnat face à l'ennemi juré Liverpool, tu peux tout affronter. Est-ce que c'est Xavi qui va le remplacer ? C'est la question qu'on se pose du côté en Espagne aujourd'hui. Est-ce que c'est Xavi qui va le remplacer ? Monsieur Théorie, Xavi. Alors oui, je pense qu'il était sur une shortlist, mais il y en a plein. Il y a aussi comment il s'appelle ? Il y avait Tuchel, mais bon, Tuchel c'est mort. Il y avait Pochettino. Il y avait Gareth Southgate aussi, qui est aussi sur la shortlist. Donc voilà, Manchester United, c'est assez c'est sinusoïdal, tu vois. Donc ça change à chaque fois. Donc le Manchester United, voilà, c'est voilà, je sais pas quoi dire sur Manchester United. Non, parce que il y a un problème de gouvernance. Il y a Ineos et il y a les Glazers. On a l'impression qu'il y a aussi un changement de. Ils ont beaucoup de monde au niveau du board. Ils ont un directeur des sports. Ils ont un responsable, un head of sport, un head of football. Ils ont un directeur sportif, Omar Berrada, Galfworth. Ils ont plusieurs personnes et ça tire pas dans le même sens vis-à-vis des actionnaires minoritaires. Donc franchement, moi, je suis assez. Je dis pas que je suis pessimiste parce que c'est Manchester United, c'est le club le plus titré et forcément ils vont se relever. Mais je pense que c'est quand même, sortir de 2 ans et demi de Ten Hag, si ce n'est plus depuis 2013, depuis le départ de Ferguson, où de l'argent est jeté par la fenêtre, où il y a des problèmes de choix, on est sur des problèmes de direction, d'infrastructure, on a un stade aussi, même le stade d'Old Trafford est remis en question aujourd'hui. Donc voilà, je pense que il faut peut-être, moi je pensais vraiment que Ten Hag allait être l'homme providentiel justement pour Manchester United, mais j'ai l'impression qu'il faut beaucoup plus qu'avoir l'étiquette de l'entraîneur de l'Ajax sorti de l'école de Johan Cruyff, etc., pour pouvoir diriger ce grand club. Je sais pas ce que vous en pensez autour du sujet. La question que je me pose, c'est que ces dernières années, quand même, on voit effectivement que les performances de Manchester, c'est en temps de scie. Ça monte, ça redescend. Il y a eu des années très compliquées à Manchester. Donc, ils sont pas sortis de cette zone de turbulence. Et j'aimerais les comparer quelque part avec ce qui s'est passé ces 5-6 dernières années avec le Barça. Là, on a vu le Classico, on dira c'est merveilleux, mais au-delà de tout ça, ça fait 5 ans, le Barça a beaucoup souffert. Donc, est-ce que Manchester n'est pas justement dans cette période de turbulence comme l'a été le Barça après avoir été effectivement un club de premier rang en première ligue? Je pense que l'étape première des actionnaires, on va dire, je dirais minoritaires pour Ineos, mais aussi de la famille Glazer, c'est de contrôler les dépenses. On l'a vu avec Sir Alex Ferguson, où ils l'ont quasiment licencié du poste de prestigieux de représentant légende du club, etc. Donc déjà, je pense que c'est l'étape première, c'est contrôler les dépenses, comme a fait le FC Barcelone. Et ensuite, va falloir commencer à mettre quelqu'un d'expérimenté. Si jamais ils veulent remettre le club au devant de la scène, il faut mettre peut-être quelqu'un qui a déjà gagné. Le FC Barcelone l'a fait avec Hansi Flick. Je pense que c'est un bon point de comparaison, le FC Barcelone, pour Manchester United, parce que c'est un club légendaire. C'est un club qui a déjà gagné, et aujourd'hui ils ont pris des mauvaises routes de gestion économique, sportive, etc. Et puis il faut remettre des gens qui ont déjà gagné des choses. Quel entraîneur maintenant sur le marché qui serait libre pourrait correspondre à ce profil-là? Il y en a pas énormément. C'est ça le problème. Déjà s'il est libre, c'est que c'est que c'est pas fou. Déjà, et en plus reprendre Manchester. Je pense qu'il y avait. Alors je dis pas que Ruud van Nistelrooy va être l'homme de la situation pour redonner un second souffle à Manchester United, mais je pense que c'est un bon point de transition, comme l'a été Xavi. Et ensuite, en fonction des coûts qu'il peut y avoir sur le marché, essayer d'identifier le bon coach
pour pouvoir accompagner le Manchester United. Je vois pas, par exemple, c'est pour ça que je les ai pas cités, je vois pas un Allegri qui va jouer en 3-5-2 avec Rashford sur le côté, tu vois. Je vois pas un Zidane, je sais même pas s'il parle anglais, Zidane, je sais même pas s'il va comprendre les journalistes mancuniens, je sais même pas comment il va gérer une conférence de presse à Newcastle, tu vois ce que je veux dire, même si j'aime beaucoup Zidane. Et en plus il coach plus depuis quand? Depuis 2021. Zidane, le football a changé depuis 2021, hein. Ça va vite en première ligue, hein. Donc et un Pochettino, lui qui a l'expérience justement de la première ligue. Là, je pense qu'il est pieds et poings liés avec l'équipe nationale des États-Unis. Je pense que ça va être compliqué. Donc voilà, mais après Gareth Southgate, ce serait peut-être la chance. C'est très risqué par contre. Hein. C'est très risqué. Moi, je pense que peut-être donner. Voilà, je pense aussi. Je réfléchis plus vite que je ne parle. Je pensais à Carrick. Michael Carrick, pour moi, c'est aussi. Il incarne les valeurs du club. Mais tu vas quand même vers l'inconnu avec tous les noms que tu sors. Tu vois, quand tu regardes Solskjaer, c'est pas des entraîneurs qui ont une carrière ou qui ont déjà gagné. Ils ont gagné en tant que joueurs, mais en tant qu'entraîneur. Il était adjoint des plus grands coachs, hein, Michael Carrick aussi. Hein, tu vois. Tu sais que c'est assez il y a un début à tout, tu vois. Il faut faire un test and learn. Il y a toujours un point de départ à tout, tu vois. Par exemple, Guardiola, il n'est pas Guardiola quand il a commencé, tu vois. Ils ont déjà essayé, Manchester. Tu vois ce que je veux dire? Solskjaer, par exemple, quand tu prends d'un point de vue statistique, c'est pas le pire entraîneur de l'ère post-Ferguson, hein, côté Manchester United. Ça dépend de l'exigence que t'as. Voilà, tu vois, il les a remis, sur le devant de la scène. Comment? C'est le PSG qui les a remis. Oui, non, c'est vrai. Là, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais voilà, mais c'est comment il s'appelle? J'ai cité son nom il y a Solskjaer qui était sur le banc de Manchester United. Bien sûr, en termes de taux de victoire, je crois qu'il a dépassé, qu'il est juste en dessous de Mourinho. Il a dépassé Ten Hag. Donc voilà. Après, c'est beaucoup plus profond que ça. Même Cristiano Ronaldo l'a dit. Oui, c'est un problème. Il n'est pas là. Il est absent. Il faut réconcilier tout le monde. Il faut réconcilier les anciennes légendes. Il faut réconcilier. Il faut être en adéquation avec ton identité, avec tes valeurs. Et c'est ce qui manque à Manchester United. Ça va ça tire dans tous les sens. 100 millions d'euros pour Anthony. Merci Mourad pour cette fameuse chronique Tea Time qu'on pourra retrouver dès lundi soir. Et oui, il a bondi, Juan Trocé. Hein. C'était pas la fin, mais tu l'as coupé. Tac à la gorge, tu dois faire. Une Eric Dimeco. Ça ne fait rien. À la Roy Keane, il n'est pas habitué les lundis soirs, Juan Trocé, c'est pour ça. Mais bon, il comprendra. Ça fait un grand merci à Addison d'avoir été avec nous sur cette antenne de Beurre FM. À toi aussi, Tariq. Peut-être une réaction, Tariq. Moi, j'ai une question à poser à nos auditeurs. Allez, vas-y. Est-ce que vous avez un ballon d'or un joueur qui est prétendant au ballon d'or comme Vinicius, qui est catastrophique en équipe nationale? Ça n'existe pas. On verra bien. En tout cas, peut-être demain on nous appellera et on aura pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. Grand merci à Mourad, à toi, Juan Trocé, un big up à la réalisation. Bye bye. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.